notre après-midi avec Pierre Lussler, donc qui est gériatre au CH d'Embrun, qui nous fait le plaisir pour la deuxième année d'animer cette session. N'est-ce pas, Pierre ? Oui, tout à fait. Et je tiens à vous en remercier parce que je pense que c'est une modération de session qui se passe depuis la province et je pense que c'est bien que Catel l'ait effectuée. Alors, je suis également très heureux d'animer cette session parce qu'elle va rappeler que le numérique est un outil et n'est qu'un outil. Dès lors, il peut se décliner comme un couteau suisse au service des usages. Nous allons passer en revue plusieurs usages, certains très spécifiques comme la neurotraumatologie et des approches populationnelles, voire concernant l'ensemble de la population du territoire français avec le DMP. À tour de rôle, des orateurs d'horizons très différents vont nous dire comment améliorer la prise en charge grâce au numérique en qualité, en sécurité et en pertinence des soins. Tout d'abord, bonjour Dr Borde. Bonjour et merci de m'avoir sollicité. Donc, vous êtes chef du service de neurochirurgie, neurotraumatologie au centre hospitalier de Nantes et porteur avec d'autres acteurs, vous avez tenu à le souligner, d'une organisation de téléexpertise concernant la neurotraumatologie crânienne et rachidienne en urgence afin de déterminer la nécessité ou non de transfert d'un patient sur le CHU de Nantes. Avant de rentrer dans sa description, pourriez-vous nous en rappeler l'historique et en 2 phrases, dire si vous avez fait des émules dans d'autres types de populations? Alors, vous l'avez bien dit, c'est de la télé-expertise. C'est très à la mode actuellement. Chez nous, ça l'est depuis 15 ans, puisque on avait mis en route ce système pour limiter au maximum le transfert de patients d'hôpitaux dits périphériques pour des problématiques de traumatologie crânienne ou rachidienne. Il faut savoir qu'avant d'avoir ce système, soit on se fiait à des descriptions téléphoniques, soit on se faisait transférer les planches d'imagerie par ambulance, planches d'imagerie qui se perdaient régulièrement. Alors on a pu éviter ainsi un certain nombre de transferts de patients. Ça c'est capital parce qu'on sait pertinemment qu'un transfert de patients instables ou d'un patient traumatisé crânien peut être délétère sur le plan de sa santé. Et puis très rapidement, tous nos camarades confrères de l'hôpital et des autres disciplines se sont rendus compte qu'ils avaient tout intérêt à utiliser ce système dans d'autres pathologies, qu'elles soient neurochirurgicales non traumatiques, qu'elles soient neuroradiologiques, qu'elles soient pédiatriques ou qu'elles soient pour des urgences occasionnelles. Merci Dr Borde. Qui est concerné aujourd'hui, sur quel territoire et comment est-ce que cela est organisé? Alors, qui est concerné? Au premier lieu, les patients, bien évidemment. C'est d'eux qu'on parle. L'objectif du système, qui est un outil, là encore, ça ne remplacera bien évidemment pas la compétence humaine et la relation humaine. Ce sont les patients, la première chose. Ensuite, il y a l'expert, c'est-à-dire nous, neurochirurgiens, qui prenons en charge ce type de patients. Et puis, bien évidemment, puisque c'est de la téléexpertise et qu'on parle entre médecins, il y a le médecin qui va demander l'avis, qu'il soit urgentiste, qu'il soit rhumatologue, qu'il soit réanimateur, et régulièrement, on nous demande des avis pour la suite. Donc voilà. Alors, les usages, c'est la neurotraumatologie, c'est la neurochirurgie. On a la chance sur les Pays de la Loire d'avoir ce qu'on appelle le réseau Gigalis Pays de la Loire qui nous permet d'avoir des débits extrêmement importants. Et puis le système nous permet d'avoir directement les images sur notre PACS avec un traitement d'image possible, ce qui permet d'affiner l'analyse et d'affiner aussi la réponse avec dans un premier temps transfert, pas transfert, mais aussi les conseils de prise en charge. Quels sont les résultats obtenus de votre organisation? Alors, en termes de taux de transfert, ça nous a permis
d'éviter environ 2/3 des transferts de patients sur le CHU. Il faut savoir qu'on draine tout l'ouest de la région Pays de la Loire, mais au-delà, puisque on va jusqu'à Vannes, parfois à Lorient, et historiquement, on avait développé ce système plutôt avec les gens de Vannes. Là encore, j'insiste sur le caractère délétère de ces transferts pour les patients. Ça, c'est capital à comprendre, hein. On sait très bien que quand un patient va de réanimation au scanner dans le même bâtiment, déjà, on prend des risques. Alors, vous imaginez si on fait 100 ou 150 km dans une ambulance. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, ça nous permet une meilleure organisation, une meilleure rationalisation de la prise en charge. Et puis, quelque part aussi, un effet pédagogique sur les équipes des hôpitaux. Alors, j'aime pas le mot périphérique, mais des hôpitaux généraux ou des hôpitaux dits périphériques qui, au fil de l'utilisation, ont appris à connaître notre manière de prise en charge de ces patients et à avoir non pas une uniformisation, mais plutôt une harmonisation des prises en charge qui peut être que bénéfique pour les patients. Oui, c'est peut-être intéressant pour les familles aussi. Alors tout à fait, bien évidemment, quand un patient traumatisé est hospitalisé en réanimation ou dans un service classique, la famille vient le voir. C'est tout aussi important que la prise en charge médicale. Et si la famille est à côté et habite à côté de l'endroit où est hospitalisé le patient, c'est toujours mieux que si elle est à 100 ou 150 km. Je voulais juste vous demander combien il y a d'avis qui sont donnés. Alors, la fréquence. En routine, chez nous, on est pour la traumatologie, hein, puisqu'il y a les autres usages, on est entre 7 à 10 avis par jour donnés. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la mise en place ? Alors, difficultés ou limites. Clairement, depuis quelque temps, et ça s'accentue un petit peu, c'est peut-être un peu de notre faute parce que on est peut-être trop disponible, mais clairement, on a une espèce de dérive protectionniste pseudo-médico-légale où on nous demande des avis qu'on n'aurait jamais osé nous demander avant. Et quand il y a des patients dont on sait que tout est perdu, malheureusement ça arrive, on n'a pas besoin de l'expert pour le déterminer, si vous voulez. Et encore là, on nous demande des avis, ce qui est toujours un peu agaçant. L'autre difficulté que l'on a, c'est d'avoir une traçabilité de la réponse donnée. À savoir qu'on a écrit avec les partenaires des chartes. Dans un premier temps, le partenaire nous disait vous nous appelez on leur disait vous nous appelez téléphoniquement, on regarde les images et on vous rappelle, on vous donne la conduite à tenir. Il est bien évident qu'à 4 heures du matin, puisque c'est jamais aux heures ouvrables forcément, une fois l'avis téléphonique donné et si on a autre chose à faire, plus grand chose à faire, la priorité c'est pas de faire de la saisie informatique sur clavier. Clairement là-dessus on a des progrès à faire. Autre limite qu'on a, c'est c'en n'est pas vraiment une, c'est la responsabilité. Au tout début de l'utilisation, avec tous les partenaires, on a écrit une charte d'utilisation, déterminant une charte ou une procédure, vous appelez ça comme vous voulez, déterminant le mode opératoire. Téléphone, analyse, rappel et écriture de la fiche suiveuse, c'est-à-dire la traçabilité. Et dans cette charte, on a bien précisé les choses en termes de responsabilité médico-légale et en précisant que la responsabilité, elle restait à l'établissement qui avait en charge physiquement le patient. C'est des choses qui vont probablement évoluer avec le développement de la télémédecine, mais on n'a pas trouvé mieux pour le moment, si vous voulez. Hein.
Et puis, dernier élément, qui est une limite pour laquelle je me bats depuis 10 ans, 15 ans, c'est la valorisation de cette activité. On donne, vous l'avez vu, 7 à 10 avis de téléexpertise tous les jours. C'est du bénévolat quelque part. C'est pas la priorité, bien évidemment, puisque la priorité c'est le service rendu aux patients. Mais derrière, clairement, si ces éléments étaient valorisés, moi, ça me permettrait d'avoir un assistant supplémentaire dans le service et donc quelque chose qui pourrait améliorer encore un peu plus notre réponse. Du coup, ce serait une voie d'amélioration que vous souhaiteriez voir se développer. Est-ce que vous en avez d'autres? Alors, les voies d'amélioration... sur l'outil fonctionne. Donc ça, c'est les éléments. Les autres voies d'amélioration, elles sont pas forcément liées à l'informatique. Elles sont plus liées au caractère humain et à la couverture médicale des territoires, en ayant des gens formés et rompus à la prise en charge de ce type de patients dans les territoires plus isolés que Nantes, pour que quand on se parle ou quand on communique, on puisse se comprendre aisément, sans difficulté, et le patient n'a qu'à y gagner, si vous voulez. Alors, je sais que vous êtes très pris par le temps, Dr Borde, et je vous remercie de l'effort que vous avez fait de pouvoir nous consacrer ce temps-là. Mais peut-être avant... Je m'en excuse, mais... Non, mais c'est nous qui vous remercions d'y avoir participé. Cécile, peut-être des questions à ce moment? On va voir. Alors, j'en ai pas reçu, je crois pas, sur le forum. Est-ce que dans la salle à Paris, quelqu'un veut poser une question à Monsieur Bord qui va devoir nous quitter très rapidement? Je peux peut-être donner un exemple extranational sur l'apport de la téléexpertise et de la téléassistance. À savoir, dans un certain nombre de cas, on est confronté à des extrêmes urgences avec des gestes chirurgicaux salvateurs qui sont finalement assez simples, mais qui font peur aux chirurgiens j'ai pas d'autres mots, mais de la périphérie entre guillemets. Et l'idée à terme étant soit de former ces chirurgiens régulièrement pour qu'ils puissent être en mesure de faire ces gestes chirurgicaux, soit d'avoir un système de téléassistance chirurgicale à distance pour permettre de faire le geste salvateur, de faire du damage control neurochirurgical qui permet de gagner du temps et d'autoriser le transfert secondaire du patient. Est-ce que vous avez le temps de prendre une petite question de la salle avant de nous quitter? Oui, bien sûr. Oui. On va faire un petit... Oui, bonjour Dr Borde, Stéphane Bertolino, Richard Wolf. J'ai suivi attentivement ce que vous avez dit, la notion, donc vous avez un appel téléphonique, ensuite vous recevez un examen, analyse et vous rappelez. Oui. Est-ce que si vous disposiez d'une possibilité de diffusion quasi instantanée en live sur une source de diagnostic, de pouvoir éventuellement enregistrer des séquences sur le PAX et de pouvoir peut-être utiliser ce système-là pour se former aussi, est-ce que ça pourrait répondre à l'usage qui vous manque? Alors, oui, bien évidemment. Après, derrière, le problème, il n'est pas informatique, en fait. Le problème derrière, il est humain et il est lié à la disponibilité des intervenants. C'est-à-dire qu'on reçoit l'appel téléphonique, ok. On va sur le PAX, ok, pour voir tout ça, et on rappelle. Si on rajoute des choses par derrière, il faut avoir la disponibilité et la ressource derrière, qui est pas une ressource informatique, c'est pas un problème de ressources informatiques, c'est la même chose au CHU que dans tout le bassin de population. C'est la disponibilité, c'est les hommes. En fait, c'est les hommes qui font la médecine. Merci. Je crois pas. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Est-ce qu'il a répondu? Oui, me dit-on. On acquiesce ici. Est-ce qu'il y a une autre question dans les salles? Ou est-ce qu'on libère Monsieur Bord? Non? Très bien. Peut-être une remarque depuis Niort. Oui. Monsieur Alnay, bonjour.
Bonjour Monsieur Bohr. Vous avez cité le réseau Gigelis, donc c'est l'objet de ma présence ici à Niort, parce que le réseau Gigelis s'appuie sur la stratégie nationale de développement des RIP, qui est issue de la loi Pinta, du sénateur Xavier Pinta, qui est un Bordelais, qui est de la région Nouvelle-Aquitaine. Et on pourrait également compléter sur le fait que la technologie qui était modernisée en 2007 est aujourd'hui interopérable avec les régions voisines. Notre éditeur A7iam a aujourd'hui une dimension nationale, voire européenne. Tout à fait. Voilà. Vous voulez commenter? Monsieur non. Alnay a tout dit, comme d'habitude. Non. Mais, Très enfin, bien. on peut communiquer avec la France entière avec notre solution. Merci beaucoup pour ce témoignage depuis Nantes. Merci à vous. Voilà, sur le Grand Ouest finalement, puisque c'est un projet presque interrégional. Interrégional même. N'est-ce pas? Parce qu'il y a Rennes, Nantes, le Grand Ouest. Alors, on va pouvoir enchaîner, Monsieur Lutzler. On va partir du côté d'Orléans avec nos Tout à deux fait, intervenantes. Une approche populationnelle et gérontologique. Donc, Madame Chevalier et Madame Goudouin qui vont nous parler du PARPA, du repérage du risque de la fragilité. Madame Chevalier, vous êtes chef du projet PARPA en Indre-et-Loire. Nous allons donc bénéficier de votre expérience concernant le parcours de la personne âgée, repérage de fragilité, coordination des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux pour sécuriser le maintien à domicile. Pouvez-vous nous rappeler, Madame Chevalier, qu'est-ce que le PARPA et nous expliquer ce qui a été mis en place sur votre territoire? Oui, bonjour. Donc le PARPA est une expérimentation nationale donc depuis 2013 qui s'est au départ implantée sur 9 territoires pilotes. Nous faisons partie des pilotes et qui a maintenant vocation effectivement à s'étendre dans l'ensemble des régions. Alors le PARPA, c'est quoi? C'est une expérimentation donc qui concerne donc les personnes âgées en risque de perte d'autonomie, d'où l'acronyme. Donc pour les personnes de plus de 75 ans et qui vivent à domicile. Donc pour nous, la population cible en Indre-et-Loire est de 60 000 personnes de plus de 75 ans. Donc l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir repérer le plus précocement possible les signes avant-coureurs d'une hospitalisation qui peuvent être effectivement des risques de rupture de parcours de vie ou de santé, donc des ruptures d'ordre social ou médical. Afin que le médecin traitant en soit informé le plus tôt possible s'il n'a pas pu les repérer lui-même, et de pouvoir, coordonner l'ensemble des professionnels de santé, mais aussi les travailleurs sociaux, pour étayer le maintien à domicile le plus possible, éviter effectivement les hospitalisations évitables, et faire en sorte que la personne gagne en qualité de vie. Donc, à cet effet, et parce que nous avons des professionnels de santé libéraux très impliqués sur le champ des systèmes d'information en Indre-et-Loire, le projet a tout de suite effectivement nécessité l'élaboration d'un système d'information qui permette le partage d'informations et en tout cas le fait que tous les professionnels de santé autour de la personne et le travailleur social aient le même degré d'information dès lors qu'un repérage d'une personne à domicile est réalisé. Donc à cet effet, c'est la plateforme collaborative Covotem qui a connu un développement spécifique sur le PARPA et qui maintenant effectivement est relativement bien déployée parce qu'on a environ 25% des médecins du territoire du premier territoire PARPA qui sont équipés. Nous avons au niveau des pharmaciens un taux d'équipement qui est de l'ordre de 50%. Les travailleurs sociaux, on approche les 100%. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme qui permet de décloisonner le champ de la ville, le champ du social, mais également de l'ouvrir aux établissements de santé pour les dossiers qui peuvent effectivement le nécessiter. Est-ce que la déclinaison du PARPA sur votre territoire s'est passée d'une seule traite ou vous avez procédé par étapes? Alors, au départ, le territoire PARPA était circonscrit, on va dire, sur un quart du territoire, le territoire sud-est qui comporte notamment les villes de Loches en Oise. Et puis, donc, c'était un territoire surtout, on va dire, rural ou semi-urbain. Donc, effectivement, ça a nécessité beaucoup de temps de déploiement, on va dire.
Et puis, fin 2016, début 2017, nous avons intégré la ville de Tours et une partie de la métropole, et donc avec le centre hospitalier universitaire de Tours, ce qui a permis en termes de réalisation de repérage, puisque les établissements de santé peuvent faire les repérages sur la plateforme Covetem, d'avoir effectivement beaucoup plus de sollicitations de sollicitations possibles des médecins traitants pour élaborer le deuxième sujet qui est le plan personnalisé de santé. Puisqu'effectivement, quand on a un repérage d'une personne âgée fragile, l'idée c'est de coordonner les professionnels par la réalisation d'un plan personnalisé de santé. Et donc ces deux étapes-là se font sur la plateforme. Depuis 2018, donc depuis le début de l'année, nous déployons sur tout l'ouest de l'Indre-et-Loire. Donc effectivement, maintenant, dès à présent, nous couvrons l'intégralité du département. Mais nous sommes le seul département dans la région Centre-Val de Loire pour le moment à bénéficier de cette expérimentation. Un des éléments que j'ai omis peut-être de mentionner, je m'excuse docteur, c'est le fait qu'effectivement nous avons, le PAERPA est sous-tendu par une équipe qui est la coordination territoriale d'appui du PAERPA, une équipe qui est là pour faire l'appui aux professionnels et pour centraliser les repérages par le biais de la plateforme évidemment, mais aussi pour l'appui à la réalisation des plans personnalisés de santé. Et nous y reviendrons avec votre voisine. Alors, si vous voulez bien, d'abord merci, si vous voulez bien maintenant, on va passer une vidéo qui illustre bien l'intérêt porté par une chaîne d'acteurs autour de la personne âgée, et notamment à travers le témoignage du docteur Philippe Garnier, qui est médecin généraliste dans une maison de santé pluriprofessionnelle qui s'appelle Descartes. Bien choisi. En France, on vit plus vieux mais souvent avec une période de vie marquée par la maladie, voire l'incapacité. Le repérage de la fragilité est un levier de prévention de la perte d'autonomie. Pour le docteur Garnier, médecin traitant à Descartes, l'entourage de la personne âgée joue un rôle déterminant dans ce repérage. Ces critères de fragilité, on les connaît, c'est toujours la dénutrition, la perte d'appétit, la dépression, une aggravation d'un état de santé, la faiblesse musculaire et les actes de la vie quotidienne qu'on ne peut plus réaliser. On a répertorié tous ces critères d'alerte dans une grille qu'on appelle ici la grille de repérage. L'avantage du repérage, c'est que vous avez des gens qui côtoient la personne âgée tous les jours et qui vont être à même de repérer beaucoup plus facilement et de pouvoir alerter le médecin. Ça, c'est une aide qu'on donne aux médecins et ça, c'est très utile. L'enjeu est capital. On est là dans la prévention gériatrique, c'est-à-dire que nos petits vieux, il faut prévenir les problèmes, les carences, les problèmes de santé avant que ça ne dégénère. Et avec la polypathologie et la polymédicamentation des personnes âgées, ça va très vite. Grâce au repérage de la fragilité, le médecin traitant définit un plan d'action adapté et personnalisé pour son patient. Objectif, maintenir la personne âgée le plus longtemps possible à son domicile. Dès que le médecin est alerté qu'il y a un problème au niveau du domicile de la personne âgée, soit c'est la personne, soit c'est son isolement, il peut mettre en œuvre des réponses adaptées du territoire. Ça va être l'éducation thérapeutique, ça va être l'hospitalisation de jour, ça va être plein de choses qui vont aider le médecin traitant dans sa prise en charge médicale et médico-sociale. J'ai recours à l'expertise gériatrique dès que je le peux, parce que c'est quelque chose qui va nous aider. L'évaluation gériatrique standardisée est une évaluation pluridisciplinaire globale. À Loches, le docteur Morillon concentre l'ensemble des examens sur une journée en hospitalisation de jour, ce qui permet aux patients de se déplacer une seule fois pour un bilan complet. Vous pourrez retrouver la suite de la vidéo sur le site de l'événement. On voit comment se passe justement cette consultation. Dont je vous fais la publicité sur l'évaluation gériatrique standardisée qui est effectivement tout à fait importante. Madame Chevalier, pour rester ensemble, après que vous nous ayez bien démontré l'intérêt en matière de santé, quelles sont les actions et les outils que vous avez mis en place ou ceux que vous êtes en train de mettre en place? Alors, sur le plan des systèmes d'information, le projet PAERPA en Indre-et-Loire visait à promouvoir donc les outils nationaux pour partie que sont la messagerie sécurisée en santé,
pour les échanges entre professionnels, mais aussi avec les travailleurs sociaux, puisque dans le cadre de l'expérimentation PAERPA, nous bénéficions d'une dérogation qui permet d'ouvrir des MSS aux travailleurs sociaux. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect, on va dire, échange d'informations. Le dossier médical personnel partagé fait partie également des outils qui sont promus dans le cadre du PAERPA. Le répertoire opérationnel des ressources. Et puis, comme je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, la plateforme collaborative Covotem avec l'usage PAERPA spécifique qui comporte donc deux volets, le volet repérage de la personne âgée fragile et le volet, on va dire, plan d'action élaboré de façon collaborative entre le médecin traitant et les autres professionnels qui souhaitent s'impliquer dans la prise en charge et donc qui peuvent être l'infirmier, le masseur kinésithérapeute ou le pharmacien d'officine. Et donc il y a également dans ce plan d'action un volet médical, un volet social, et le volet social est réalisé par le travailleur social qui peut être celui du conseil départemental ou de la CARSAT ou de tout autre régime de retraite du moment qu'effectivement que ces professionnels sont équipés de la plateforme. Donc c'est un prérequis pour nous dans la démarche PAERPA que les professionnels s'équipent de la plateforme effectivement pour pouvoir collaborer, contribuer, mais aussi bénéficier du suivi de la situation réalisé par la CTA. Et donc, du coup, vous faites également appel au ROR? Oui, le ROR est effectivement l'annuaire qui est promu au niveau régional et qui a bénéficié ici d'une intégration de l'ensemble des acteurs du champ social et médico-social. Donc cette plateforme, si je résume, c'est un vrai package en matière de partage de l'information concernant un patient, une personne. Voilà, sur l'aspect, en tout cas, qui est en lien avec sa problématique de santé et sociale, c'est un dossier qui est partagé entre les différents professionnels qui s'occupent de la personne. Merci beaucoup, Madame Chevalier. Madame Godwin, donc pour suivre ce que vient de dire Madame Chevalier, en tant que pilote de la CTA, la coordination territoriale d'appui, le développement PAERPA n'est pas uniforme sur le territoire national. Force est de le constater. Comment expliquez-vous la réussite du vôtre et quelles ont été les bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place pour y réussir? Alors, moi, j'expliquerai ça par le fait de la forme de l'accompagnement que l'équipe ressources de la CTA propose aux professionnels de santé libéraux, sociaux et médico-sociaux. Alors, il faut savoir qu'au début du dispositif, donc on avait donc une première version de la plateforme collaborative Covotem, et pour la déployer auprès des professionnels, on proposait des formations collectives où on leur présentait le dispositif PAERPA et les principes du projet et les outils système d'info, donc MSS, ROR, DMP et la fameuse plateforme collaborative. Et en fait, on s'est rendu compte que la mayonnaise n'a pas pris et donc on a changé notre stratégie. Et du coup, depuis à peu près 1 an et demi, on va voir les professionnels de manière individuelle, c'est-à-dire que l'accompagnement est vraiment personnalisé. On part sur la base des repérages, puisque comme Madame Chevalier vous l'a dit, au sein de l'équipe de la coordination territoriale d'appui, centralise l'ensemble des signalements et des repérages faits par les professionnels du territoire pour les personnes de 75 ans et plus. Donc on part de ces repérages, on contacte les médecins traitants, on va les voir en cabinet et on leur présente le dispositif et l'outil système d'info, donc Covotem, sur la base de situations concrètes et on leur parle de leurs patients. Et c'est ça qui a marché. Et c'est là où ils ont pu voir tout le bénéfice et la plus-value de l'outil et de la coordination entre eux, les autres professionnels de santé libéraux, mais aussi avec l'hôpital, les professionnels sociaux, pour la prise en charge et au bénéfice de leurs patients. Et c'est vraiment là que ça a pris. On part sur des situations concrètes et on s'adapte effectivement à chaque pratique du médecin. Et voilà, on a cette souplesse d'appui auprès d'eux. Et du coup, coupe à la fois l'accompagnement au système d'info, mais aussi l'accompagnement sur les aspects métiers. D'accord. Donc il faut voir aussi que l'information. voilà. Et sur
sur les aspects métiers, les changements de pratique, voilà, on les accompagne aussi. Il faut savoir que effectivement, les médecins traitants sont débordés. Ils connaissent pas forcément toute l'offre du territoire. Donc, une grande partie de l'offre est déjà présente dans l'outil Covotem, c'est-à-dire que le plan personnalisé de santé propose pour chaque problématique un ensemble d'offres qui sont présentes sur le territoire, donc qui peuvent aller, auxquelles le médecin traitant peut faire appel en termes d'expertise, de TP, de prévention, mais également il y a aussi tout l'aspect humain, c'est-à-dire que toutes nos coordinatrices au sein de la CTA connaissent, si ce n'est tout, une bonne partie de l'offre en termes de prise en charge gériatrique du département et vont pouvoir accompagner les médecins et voilà les autres professionnels dans la prise de décision pour une meilleure prise en charge de la personne âgée à domicile. Et peut-être bientôt une appli sur smartphone? Oui, on espère, et surtout, bientôt. Bon. C'est vrai que surtout que ça permettra d'être plus réactif et d'avoir les informations en temps réel sur les situations et d'être alerté, de pouvoir faire des repérages de manière beaucoup plus rapide et réactive. Alors si j'avais bien analysé aussi nos discussions préexistantes, c'est vrai que l'historique de votre territoire quand même a été une contribution forte à la réussite, puisque territoire rural et nécessité pour les différents acteurs de pouvoir utiliser un système d'information. Donc je pense que c'était un facteur facilitant. Oui, effectivement, les professionnels qui sont à la base du PAERPA sur notre territoire exercent en territoire rural, mais ont une très forte propension à l'exercice coordonné, soit au sein de maisons de santé, soit et autres. Et donc, l'intérêt pour eux des systèmes d'information est capital pour pouvoir faire ce lien avec le social, mais aussi avec l'hôpital. Enfin voilà, ça fait vraiment partie pour eux des ponts qui sont à tisser pour pouvoir assurer une médecine moderne, une prise en charge globale de la personne. Enfin voilà, ils sont convaincus. Bon, et espérons que l'accès au social ne sera pas qu'un facteur dérogatif lors d'une extension des territoires PAERPA. Mais merci vraiment à toutes deux, non seulement pour vos explications, mais aussi pour les illustrations très concrètes que vous nous avez apportées, qui allient d'une part des nouvelles technologies, mais aussi l'amélioration d'une organisation en matière de besoins de santé publique. Merci Madame Chevalier, merci Madame Godwin. Alors j'ai deux questions suite à cette intervention. On peut les poser tout de suite, Pierre? Je pense. Pierre, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, alors on y va. Ces deux questions qui se rejoignent. Est-ce que le système PAERPA d'Orléans intègre les autres professions de santé libérales comme les dentistes? J'ai une autre question identique sur le pharmacien. Je la lis dans le cadre du projet PAERPA. Quel est le rôle du pharmacien? De quelle manière est-ce qu'il reçoit, transfère les données patients aux autres professionnels impliqués? Utilisation du DMP à nouveau, pour l'interrogation. Concernant les dentistes, en fait, le cadre de collaboration entre les professionnels de santé de proximité est fixé par le niveau national. C'est-à-dire que c'est le médecin avec l'infirmier, le masseur kinésithérapeute et le pharmacien d'officine potentiellement. Les dentistes ne font pas partie de cette coordination clinique de proximité telle que conçue au niveau national. Pour autant, si des dentistes souhaitaient travailler de façon intégrée dans le cadre du PAERPA, ce serait tout à fait envisageable, effectivement, de leur ouvrir, si pour certains publics il y avait besoin, effectivement, qu'on partage des informations. Ils peuvent être équipés de la plateforme Covotem sans difficulté. Ensuite, concernant les pharmaciens d'officine, alors effectivement, ils peuvent contribuer actuellement, soit en faisant des repérages, soit en contribuant sur le plan personnalisé de santé. Pour autant, donc la plateforme est DMP compatible, mais il n'y a pas une alimentation de la plateforme par le dossier pharmaceutique. Voilà, ça ne marche pas dans ce sens-là. C'est ça la question. Alors, on y répondra tout à l'heure, on y reviendra. Par rapport, donc encore une question pour Madame Chevalier. Le dossier social est-il interopérable avec le DMP?
Cette question est très pertinente. Elle était venue en préparation également. Oui, alors le dossier, le DMP, effectivement, bon, je crois qu'on va avoir un point spécifique là-dessus tout à l'heure. Le DMP est le DMP national, donc le DMP est pour le moment pas ouvert aux professionnels sociaux. Ça, voilà, c'est pareil chez nous. Il n'y a que la plateforme et la messagerie sécurisée de santé qui soient ouverts aux travailleurs sociaux dans le cadre de l'expérimentation. Sur le DMP, non, même qu'on soit dans un cadre expérimental, on ne peut pas l'ouvrir aux travailleurs sociaux. Merci. Je regarde si j'ai une dernière question. Eh bien non, je crois qu'on l'avait évoqué. Je regarde s'il y en a d'autres sur le forum. Est-ce qu'il y a peut-être une question dans la salle à Paris ou peut-être ailleurs? Non. Si j'en ai une pour Laetitia Chevalier. Est-ce que vous avez évoqué le ROR pour le médico-social. Seriez-vous intéressé par l'intégration des kinésithérapeutes libéraux dans le ROR, comme ça va être le cas en Occitanie et en Île-de-France? Alors, ils y sont déjà. Ils y sont déjà puisque le ROR est alimenté par le RPPS, donc le répertoire des professionnels de santé. Je regarde, oui, c'est bien ça. Et donc tous les professionnels de santé libéraux, effectivement, sont déjà dans le ROR. Et les établissements de santé aussi. Effectivement, ce qu'on a ajouté en dernier sont le secteur social et médico-social, à savoir qu'effectivement les extensions du ROR et en tout cas le fait de pouvoir cibler certains territoires en particulier est possible aussi. C'est un outil qui évolue, on va dire, de façon régulière. Très bien, merci. J'ai une dernière question sur le coût de la mise en place de ce projet. Vous avez l'information, vous ne l'avez pas, ça va être rapide. Est-ce que vous m'avez entendu, mesdames, mesdames? Oui, je demandais juste si vous aviez l'information, parce qu'on me demande le coût de la mise en place de ce projet. Et est-ce que le maître d'ouvrage est l'ARS? C'est une réponse rapide. Le coût côté système d'information ou le coût global? Le coût de la mise en place de ce projet. Je n'en sais pas plus que vous. Alors, c'est très compliqué c'est très compliqué de pouvoir effectivement répondre de façon précise. En tout cas, effectivement, on a un coût global qui est qui est un des plus faibles, je crois, des premiers territoires pilotes, parce que effectivement, ça dépend de la feuille de route qui a été élaborée en lien avec les acteurs. Et nous, effectivement, nos principales actions spécifiques a été la mise en place de la coordination territoriale d'appui et d'hébergement temporaire dérogatoire, voilà, spécifique au PARPA, et puis du soutien aux établissements de santé de proximité de Loche-Chamboise pour étayer leur filière gériatrique. Après, sur l'aspect système d'information spécifiquement, comme c'est la plateforme collaborative Covotem est développée en région Centre-Val de Loire, a été développée en premier lieu pour la télémédecine et pour d'autres usages, mais moins importants que la télémédecine en termes de volume. Le PARPA a été un développement complémentaire, mais qui est difficile de chiffrer de façon spécifique. Donc, vous n'avez pas la réponse Non, la réponse précise, voilà. Très clairement, c'est pas voilà. Voilà la réponse. Très bien. Merci en tout cas de vos précisions. Je redonne la parole à Pierre, peut-être pour aller maintenant du côté d'Orléans. Ouais, tout à fait. Et encore merci à nos deux intervenantes précédentes. Alors, à pas feutrer, on arrive vers un petit peu le cœur, c'est le DMP. Et nous allons donc accueillir Mme Grabert, responsable de la veille stratégique et innovation de la CEPAM, également 37, qui nous fait un retour d'expérience du déploiement du DMP dans ce département d'Indre-et-Loire. Madame Grabert, est-ce que vous pourriez nous rappeler les actualités récentes du DMP ayant conduit au développement réussi dans votre département? En 2015, l'État a confié le dossier médical partagé à l'assurance maladie. Pour mémoire, on parlait du dossier médical personnel avec la loi de 2004 et en 2015, on a souhaité confier ce dossier à l'assurance maladie. Faut savoir qu'il y a 9 départements qui ont expérimenté ce nouveau carnet de santé numérique en 2017 et l'Indre-et-Loire en fait partie. Alors,
Avant de vous donner un petit bilan et une actualité sur ce déploiement, faisons un petit rappel sur ce qu'est le dossier médical partagé. C'est donc notre carnet de santé numérique qui permet aux patients d'avoir toutes ces informations médicales importantes en ligne, dans un lieu unique et de façon sécurisée. Donc tous les professionnels de santé de l'équipe de soins, que ce soit le médecin traitant, l'infirmier, le kiné, les hôpitaux, les cliniques, qui vont être amenés à suivre le patient, auront les informations essentielles pour assurer son parcours de soins. Donc quand on regarde un petit peu l'expérimentation qui a été menée sur les 12 mois écoulés, on peut faire un premier bilan qui est très positif puisqu'on a vu une réelle accélération du nombre de créations de DMP par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Alors quelques chiffres pour illustrer ce bilan. Plus de 400 000 DMP créés dans 9 départements en 12 mois, ce qui est à peu près le même volume de DMP créés sur 5 ans dans 14 régions. Donc on a su créer une dynamique locale et fédérer l'ensemble des acteurs autour de ce projet. Quand on parle d'Indre-et-Loire, on a créé sur la même période 36 000 dossiers médicaux partagés. Et quand on regarde de façon plus globale depuis la mise en place de ce DMP, depuis 2011, on compte 1 million de DMP créés sur l'ensemble du territoire à ce jour. Donc une forte accélération, effectivement. Et qui s'est chargé du déploiement en Indre-et-Loire ? Alors la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a mis en place une équipe pluridisciplinaire pour accompagner ce projet. Tout d'abord, on a mis en œuvre toute une opération auprès de nos accueils, puisque nos DMP sont créés majoritairement par les agents d'accueil des caisses primaires. Ensuite, nous avons déployé un accompagnement auprès des professionnels de santé pour les amener à mettre à jour leur logiciel métier pour les rendre compatibles au DMP. Nous avons également sollicité le service communication pour assurer la promotion auprès du grand public et organiser des opérations promotionnelles sur le DMP. Nous sommes positionnés dans la gare de Tours, dans des galeries commerciales pour nous faire voir en dehors de nos murs. Et puis bien évidemment, la direction de la caisse primaire s'est fortement impliquée dans ce projet puisque il fallait fédérer et rencontrer l'ensemble des acteurs, à la fois les professionnels libéraux, les établissements, les usagers, pour expliquer notre démarche. Quelques mots pour expliquer notre stratégie de déploiement. Notre ambition était de créer, bien sûr, des DMP en masse, par le biais de nos accueils, et de travailler en parallèle avec les professionnels de santé et les établissements, ainsi que les EHPAD, pour que les DMP soient alimentés. Parce qu'il ne suffit pas simplement de créer des DMP, mais il faut les alimenter, d'une part, et puis il faut les consulter. Et pour les consulter, nous avons également travaillé avec le service des urgences, notamment du CH de Trousseau, à Tours, pour mettre tous les acteurs en ordre de marche pour qu'on puisse créer un usage autour de ce nouveau dispositif. Quels sont les points clés, les idées clés que vous pourriez nous transmettre quant à cette réussite de déploiement et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et tout ou partie levées? Alors tout d'abord, je pense qu'il est indispensable d'obtenir l'adhésion de l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse faire avancer le projet. Sans l'une des parties, il est difficile d'avancer. Or, quand on a commencé l'expérimentation, on avait l'impression que chacun s'attendait. Le patient attendait son médecin pour créer son DMP, les médecins attendaient l'alimentation des comptes rendus d'hospitalisation, ou bien son éditeur pour la mise à jour de son logiciel. Les EHPAD attendaient que le service des urgences consulte le DMP, donc en fait tout le monde s'attendait. Donc petit à petit, on a pu créer une dynamique et une synergie locale pour justement faire avancer les différents éléments du projet en parallèle, la création, l'alimentation et la consultation. Il nous fallait effectivement aussi lever un certain nombre de freins. Tout d'abord, il fallait susciter l'intérêt du DMP. Donc le DMP, c'est pas quelque chose de nouveau, on en entend parler depuis fort longtemps. La différence entre 2004 et 2015, c'est que tout d'abord, le DMP va être alimenté par les données de remboursement de l'assurance maladie. Donc quand on le crée, ce n'est pas une coquille vide
Donc ça, c'est un point fort qui a permis de créer déjà un début d'usage autour de ce dispositif. Ensuite, il fallait lever des freins financiers, donc apporter des aides financières à la fois aux professionnels de santé pour mettre à jour leur logiciel, mais aussi les établissements pour mettre à jour leur système d'information. Et puis, une fois que la technique financière, enfin les éléments financiers sont levés, il faut que la technique suive. Donc les éditeurs ont beaucoup travaillé sur le sujet pour rendre les logiciels compatibles. Et puis, une fois que tout était en ordre, il fallait organiser les choses au sein des différentes structures, à la fois auprès du médecin libéral pour qu'il puisse alimenter le DMP. Donc, on le sait, ça peut être un certain temps pour intégrer les données dans le volet médical de synthèse. Alors, il faut quand même garder à l'esprit que le temps passé par les acteurs sur le DMP, c'est un temps gagné pour le patient et dans son parcours de soins. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis au niveau des établissements, il fallait tout d'abord informatiser les comptes rendus pour qu'ils puissent être alimentés automatiquement dans le DMP. Donc formation, accompagnement des professionnels de santé. Donc pour résumer, coordination, communication, accompagnement sont les ingrédients indispensables pour fédérer les acteurs autour du DMP et créer les usages. Et justement, du côté usager, avec le recul que vous avez, est-ce que vous pouvez mettre en évidence une valeur ajoutée du DMP auprès de ces usagers? Alors, intérêt majeur pour le DMP, je vais partir plutôt sur les côtés professionnels de santé et établissements, et notamment le service des urgences. Mais de fait, ça impacte obligatoirement l'usager. Aujourd'hui, le DMP alimenté par les comptes rendus d'hospitalisation, le volet médical de synthèse du médecin traitant, les historiques de remboursement. Un patient qui arrive aux urgences et qui n'est pas en mesure d'expliquer son parcours de soins, eh bien, en consultant le DMP, l'urgentiste peut prendre en charge plus sereinement le patient, puisqu'il peut avoir connaissance d'allergies, le traitement médicamenteux des mois passés, et il évitera des complications médicales et éventuellement des interactions médicamenteuses. Autre usage, le médecin spécialiste en ville qui consulte un patient mais de façon très ponctuelle. Grâce à l'historique de remboursement, il va pouvoir regarder les traitements, les derniers traitements, les dernières consultations, et il aura une meilleure visibilité du parcours de soins de son patient. Pour l'usage, je ferai un résumé en disant que le DMP il contribue à la rapidité, à la qualité et à la sécurité des soins des patients. Oui, tout à fait. Et on peut probablement également éviter la redondance de certains examens qui sont pratiqués de multiples reprises. Et d'après vous, est-ce qu'il y a des fonctionnalités manquantes? Enfin, est-ce que vous verriez des fonctionnalités manquantes qu'on pourrait développer rapidement sur ce DMP? Alors tout d'abord, c'est avec l'usage du DMP qu'on va trouver de nouvelles fonctionnalités. Elles apparaîtront petit à petit dans le temps. D'ores et déjà, on a noté 2 évolutions à venir à moyen terme. C'est le suivi de la vaccination et puis le lien avec le dossier pharmaceutique qui est déployé largement sur le territoire et qui est complémentaire au DMP puisqu'il nous donne des informations sur l'automédication. Donc information aussi précieuse pour les professionnels de santé. Voire pour éviter le nomadisme. Et presque pour finir, quelles étapes prochaines verriez-vous du déploiement sur votre département? Alors, bilan 2017, la perception globale des acteurs sur le sujet du DMP a largement évolué. Et donc 2018 sera l'année de la généralisation du dispositif sur l'ensemble du territoire. Donc l'ensemble des départements vont être concernés par la généralisation du DMP à la rentrée prochaine. Il y aura une campagne de communication nationale grand public qui fera écho de ce lancement à l'automne prochain. Et on sera acteur et fédérera l'ensemble des parties prenantes dans l'ensemble des départements à cette date.
Donc à partir de 2018, nous pouvons tous créer notre DMP. Alors qu'à cela ne tienne, comment on s'y prend? Alors, à partir de 2018, donc à la rentrée, septembre 2018, vous avez plusieurs possibilités pour créer votre DMP. Première chose, vous pouvez aller vous présenter à l'accueil de la caisse primaire. Un agent de la caisse primaire pourra vous ouvrir votre DMP. Vous aurez également la possibilité de l'ouvrir directement sur Internet, sur le site internet mondmp.fr. Et puis troisième possibilité, c'est que les pharmaciens d'officine vont se mettre en marche pour créer les DMP à partir de cette date pour l'ensemble de la population. Alors, il faut savoir que le médecin généraliste peut aussi ouvrir le DMP, mais c'est très clair, sa priorité n'est pas d'ouvrir le DMP, mais de l'alimenter. Tout comme les kinés, les infirmiers, les sages-femmes pourront l'alimenter petit à petit, mais l'alimentation sera essentiellement faite aussi par les établissements avec l'envoi automatique des comptes rendus d'hospitalisation, à la fois dans les établissements privés et publics. Donc pour résumer les perspectives 2018, c'est que en fait l'ensemble des caisses primaires avec l'appui des ARS vont œuvrer ces prochains mois pour accompagner, expliquer ce dispositif à l'ensemble des acteurs pour que la dynamique soit lancée sur l'ensemble du territoire et qu'on crée un usage autour de notre nouveau carnet de santé numérique. Alors merci beaucoup Mme Grabert. J'espère que vous nous entendrez parce qu'il y a un hélico qui est en train d'atterrir sur l'hôpital. Alors, avec l'équipe, là je m'adresse à tout le monde, avec l'équipe Catel, on vous fait une proposition de créer votre DMP et puis l'année prochaine, on comptabilisera le nombre de DMP créés au sein des participants du Catel 2018. Ce sera un bel exemple. On va faire un pourcentage en parlant des prochains mois... sur 1000. Pardon? On pourra même faire une statistique sur 1000. Si, on peut faire une statistique sur 1000. Oui, on peut. C'est tout à fait. Un échantillon un peu biaisé, mais on peut tout à fait. Ouais. Tout de même. Alors justement, en parlant des prochains mois, nous allons maintenant parler des prochains développements de services autour du DMP, avec Monsieur Xavier Auguet. Donc bonjour Monsieur Auguet, bonjour Xavier, puisque vous aviez du mal à prononcer mon nom, donc je me permets aussi de vous appeler par votre prénom. Je ferai pas mieux, Pierre. Donc, vous êtes directeur général de la société Icanopé, qui a beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Avant que vous nous annonciez de façon également une grande nouvelle, est-ce que vous pourriez rappeler aux personnes qui n'avaient pas suivi vos interventions des années précédentes, en quoi Icanopé est impliqué dans le développement et le déploiement du DMP? Alors, je vais dire un truc. On va commencer par un truc très simple. C'est on a dû citer le DMP au moins 50 fois. Et comme ça fait 9 ans cette année qu'on travaille sur le sujet, on est un peu content. Enfin, je suis un peu content du nombre de fois que le DMP a été cité pendant la réunion. Donc, qu'est-ce que fait Icanopé? Et simplement, en fait, on a mis en œuvre des solutions, des technologies. J'ai cru apercevoir un visage d'un des acteurs qui a soutenu le projet, qui est en région centre. Tout à l'heure, Dominique Pierre avec l'ARS sur le projet Covotem, de télémédecine sur le territoire région centre. On accompagne aujourd'hui les professionnels de santé dans l'accès au dossier médical partagé. Donc, on a fourni à peu près 1600 praticiens en direct cette année, qui n'ont pas de solution pour accéder au DMP et qui se trouvent le web DMP de la ZIP pas suffisamment intuitif pour leurs usages. Donc ça, c'est le métier d'origine d'Icanopé. Et puis depuis 2014, on accompagne à peu près une soixantaine d'éditeurs de logiciels dans la DMP compatibilité, dont à peu près ce matin tous ceux qui ont parlé. Donc on les accompagne dans l'intégration, l'implémentation du DMP dans leur système. Et depuis 3 ans, on accompagne des centres hospitaliers, dont un CHU à Dijon, et peut-être le 3 avril, le CHU de Tours, parce qu'on finalise un accord commercial avec eux. Donc voilà, donc on accompagne, nous, les éditeurs, les établissements, dans l'intégration du DMP depuis 9 ans.
et je vais être modeste, mais on accompagne aussi la caisse d'assurance maladie sur le sujet. J'aime pas ce terme-là, mais on essaye de les aider à éviter certaines erreurs stratégiques qu'on a identifiées depuis très longtemps. Et je vais citer un nom, c'est Philippe Burnel qui m'a mis en relation avec la caisse avant, en préfiguration, appelez ça comme ça. Et on les accompagne, et on sait aujourd'hui que le sujet du financement du financement à l'utilisation du DMP et du financement par la Caisse nationale d'assurance maladie à l'intégration de solutions DMP compatibles va être un facteur de développement pour nous absolument majeur. Voilà. Donc il reste beaucoup de choses à faire sur le DMP. Je sais pas comment vous voulez qu'on fasse une transition, Pierre. Du coup, puisqu'on en est à 54e fois le mot DMP prononcé, on va le reprononcer encore quelques fois. En écho à ce qu'a dit Mme Grabert, quelle évolution en matière de déploiement vous voyez en ce qui concerne le DMP? Alors, en gros, je pense qu'aujourd'hui, le DMP... On va reprendre un truc, c'est la caisse d'assurance maladie m'a dit de pas dire qu'aujourd'hui c'était le jour 1 du DMP, mais ils ont dit non, tu le dis pas. Donc je le dis pas. C'est bien. C'est bien. Non, officiellement ils annonceront ça vers la mi-avril, mais en tout cas il y a 3 étapes majeures pour le DMP cette année. On va dire avril, nationalisation du DMP de toutes les caisses. Voilà, ça c'est ce qu'a dit tout à l'heure l'intervenante de la CEPAM région Centre. Ils vont, entre cette période-là et le début de l'été, mettre sur le terrain des CIS, ça s'appelle comme ça, conseiller informatique santé service, voilà, je dis pas de bêtises. Les CIS qui sont le bras armé de la caisse pour aller prêcher la bonne parole auprès des praticiens et des structures, parce qu'il y a les praticiens et il y a les structures. Ils vont aussi accompagner des projets de déploiement. Alors, il y en a un que je connais bien parce qu'on en est à l'origine. Donc, normalement, la Caisse nationale d'assurance maladie devrait soutenir la mise en conformité du DMP de toutes les EHPAD en France. Voilà. Donc, un accompagnement financier, un soutien financier à l'équipement des EHPAD. On attend le go sur ce sujet-là. Dans le cadre du médecine libérale, il y a quelque chose qui a été très fort, qui est la ROSP, qui a vraiment permis de promouvoir le DMP auprès des praticiens. Et donc il y a les pharmaciens depuis peu. Donc là, Icanopé va accompagner aussi le mouvement en proposant une solution pour les pharmaciens d'ici quelques semaines. Fin avril, on devrait avoir un outil de création de DMP à destination des pharmacies uniquement. Qui pourrait être utilisé par d'autres opérateurs, mais en tout cas c'est pour répondre aux besoins des pharmacies. Et puis on sait qu'il y a les infirmiers qui sont en cours de négociation sur une convention, on sait qu'il y a les kinés qui discutent aussi. Donc on voit bien qu'il y a un soutien financier permanent qui va être apporté à l'usage, à l'équipement de technologies DMP compatibles. Donc pour nous, c'est un vrai moteur. D'accord. Vous voulez qu'on regarde la Et vidéo? du coup, est-ce que vous pourriez... Vous voulez qu'on lance la vidéo? Ah oui. Alors, donc, ce que fait Icanopé depuis 8 ans, c'est en gros essayer de répondre à la problématique de l'intégration du DMP dans les systèmes d'information, qui est un vrai sujet contraignant pour tout un tas de raisons techniques, organisationnelles, etc. Peut-être même humaines, parce que dans beaucoup de grosses structures, en fait, au final, quand on arrive au niveau technique, très vite, on a des ressources qui sont très faibles sur certains sujets. Et donc Icanopé a détecté des vrais freins. Et cette année, maintenant, on a proposé et on a présenté une solution à la Caisse nationale d'assurance maladie il y a quelques semaines, qui a eu un écho. Et on a décidé de sortir un produit d'authentification et d'identification forte des professionnels de santé, des patients, et avec un objectif qui est très clair, c'est obtenir de manière fiable la garantie et le consentement du patient à l'accès à ces données. Et on a créé une petite vidéo cette semaine pour présenter la solution. Alors on va pouvoir la lancer. Parfait. Bonjour, nous allons vous présenter 3 cas d'usage de solutions d'authentification forte dans la santé. Le premier cas d'usage, c'est de simplifier l'authentification des patients sur les plateformes de santé. Pour cela, nous avons utilisé une technologie approuvée par le monde bancaire, solution qui veut simplifier l'authentification des patients.
Pour cela, nous avons mis en œuvre un envoi par SMS d'une notification d'accès à un dossier, ce qui permet à l'utilisateur, en saisissant son code, d'accéder à son espace santé. Le second cas d'usage veut simplifier l'authentification des professionnels de santé sur les applications mobiles et les plateformes web. Pour cela, nous allons mettre en œuvre une solution identique à celle qu'on a présentée précédemment, qui permet aux professionnels de santé, via un smartphone, d'accéder aux espaces sécurisés et donc, là, dans la simulation, au dossier médical partagé ou toute plateforme de gestion de dossiers patients. Le troisième cas d'usage, c'est l'atout majeur de la solution. Ce que nous voulons, en fait, c'est replacer le patient dans son parcours de soins. Donc lui permettre d'avoir les notifications d'accès à ses propres documents, à ses propres dossiers. L'outil veut permettre au patient de donner un consentement éclairé à l'accès à ces données. Et donc, contribuer de manière active au partage de données de santé. L'objectif, c'est de replacer le patient au cœur de son parcours de santé. Non, mais c'est parfait. Sur la dernière partie, en fait, on n'a pas remontré le smartphone, parce qu'on trouvait que c'était répétitif. Mais en fait, le patient reçoit une notification sur son smartphone qui lui demande, en fait, s'il est bien d'accord pour que le docteur X ou le professionnel de santé Y accède à ses données de santé. Et donc, en fait, il aura trois possibilités fonctionnelles. C'est oui, non, ou s'il répond pas, en fait, le système utilisera le standard de l'interopérabilité et du DMP qui existe. C'est en gros, c'est un consentement obtenu par le praticien sans avis du patient, quoi. Donc cette solution, en fait, elle veut répondre à un problème qui est simple, c'est comment moi, médecin, j'utilise de manière simple un smartphone au quotidien, quoi. Et je vais appuyer ça sur, on a entendu parler des PERPA, on a entendu parler du dossier médical partagé, on a entendu parler du dossier pharmaceutique. Il y a des projets, nous on travaille sur Terrisanté, Ethics, qui sont des plateformes de territoire. Donc on sait de manière simple que le médecin va s'authentifier aujourd'hui sur un territoire à peu près sur 17 plateformes différentes. C'est absolument impossible. Donc il faut absolument trouver une solution d'identification, on est précis sur le mot, du praticien de manière fiable et forte. Voilà. Donc la technologie sur laquelle on se repose, alors on a notre partenaire technique qui est là aujourd'hui, qui est GLM Secure, avec lequel on a signé un accord d'intégration de leur solution dans notre offre. Une technologie qui est approuvée par le monde bancaire, donc je pense que c'est en termes de gage de sécurité, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Et puis le bancaire parle d'argent. Moi je considère que les données de santé, ça a de la valeur, donc, et c'est pour ça qu'on est promoteur de cette solution. Et l'offre est destinée aux praticiens, médecins, auxiliaires de santé, etc., aux établissements de santé. On proposera sur une plateforme spécifique un accès aux établissements. Et on fait une démo un peu mode fake sur le DMP en se disant c'est l'objectif. Mais on se focalisera pas sur le DMP, on veut vraiment accompagner les établissements sur l'intégration de solutions d'authentification et d'identification forte des utilisateurs. Et que ça soit user-friendly, qui a toujours été simple d'usage, qui a toujours été la base d'Icanopé. Alors, à défaut de l'annonce d'une très grande nouvelle, en tout cas, celle de la simplification de l'accès pour les professionnels de santé en est une très grande aussi, Xavier. Donc, grand merci. Cécile, peut-être des questions à ce moment de... Oui, moi je voulais juste vous demander votre vœu. Votre vœu. Ah non, 2019. Mais qu'on reparle du DMP 200 fois. Comment ? Qu'on reparle du DMP, mais 200 fois. Non, mon vœu à moi cette année, donc là, en fait, on va essayer d'avancer sur l'authentification, etc. Moi, je veux parler d'usage l'année prochaine. Voilà, je veux parler d'usage. J'ai joué le bourgeois gentilhomme, aucune référence avec notre président sur l'aspect scénique, mais j'ai joué le bourgeois gentilhomme quand j'étais plus jeune, et faire de la prose sans le savoir, c'est quand même génial. Et le jour où les médecins feront du DMP sans le savoir, ça sera un service rendu. Alors justement, en parlant d'usage, on a des questions pour Orléans sur la question du DMP. C'est un URPS qui pose la question. Voici la question. Est-ce que le DMP sera accessible par les professionnels de santé européens hors France ? Alors ça s'adresse à Orléans, mais ça s'adresse. Je pense que vous pouvez répondre également. Est-ce que allez-y peut-être. Qui veut répondre ? Alors Orléans prend la parole. Oui.
Pour l'instant, on reste sur le territoire français, mais pourquoi pas, dans un avenir à moyen terme, de donner la possibilité de consulter hors France. Mais pour l'instant, consolidons déjà notre dispositif sur notre propre territoire. Vous voulez apporter un commentaire? En fait, le problème, il est simple, c'est il faut authentifier de manière forte le praticien. Et donc, un praticien, alors s'il était étranger, je ne sais pas comment on pourrait garantir que c'est bien un professionnel de santé qui accède au dossier, quoi. Ce qui est, N'empêche qu'il y a des questions sur les transferts, au niveau des frontières, par exemple avec l'Italie ou les pays qui sont proches, parfois les patients passent facilement de l'un à l'autre. Vous vouliez poser une question? Ah, on a un commentaire dans la salle. Patrick Jande, je voulais juste mentionner qu'il existe un projet européen qui s'appelle CEF, Common Open Facilities, qui est expérimental et qui rapproche donc les différents pays qui sont expérimentateurs pour faire de la communication de DMP. Et effectivement, on s'appuie sur chaque pays, sur les systèmes d'authentification qui existent. Et je voulais mentionner que la France a été pilote sur ce projet, contrairement à tout ce qu'on faisait dans le passé où on ignorait un peu ce genre de projet. Cette fois-ci, la France, sous la forme du ministère de la Santé, de la ZIP et de la CNAM, ont souhaité être pilote de ce projet. Donc, effectivement, c'est une préoccupation et c'est quelque chose qu'on adresse déjà et on sera les pionniers en Europe sur ce sujet. Merci de cet éclaircissement, de cette précision. Alors, on a une autre question pour la CPM d'Indre-et-Loire. Comment les patients gèrent le choix des informations partagées et leur confidentialité? Alors ça, c'est une question classique. C'est une question récurrente que j'ai eue pas plus tard que samedi quand j'ai rencontré des usagers lors d'une assemblée générale d'une association où on a fait la promotion du DMP et on a créé également des DMP. Leur dire qu'effectivement c'est un serveur agréé de données de santé qui stocke les données, leurs données médicales, c'est une chose. Je pense que les mentalités ont évolué petit à petit avec les outils connectés, mais il va falloir continuer à rassurer. Et la question qu'on nous pose en priorité, c'est qui va avoir accès à mes données? Et on leur dit très rapidement que bien sûr, leurs données de santé, c'est leur propriété, ainsi que l'ensemble des professionnels de santé qui vont être amenés à les suivre dans leur parcours de soins. Qu'en aucun cas, les données de santé sont accessibles par l'assurance maladie, par le médecin conseil des caisses primaires, par les mutuelles, par les assurances, par leur employeur, par la médecine du travail. Voilà, donc c'est toute une information à véhiculer pour rassurer et expliquer auprès de nos usagers la sécurisation des données de santé. Alors justement, vous venez de répondre sur la question de l'accès, puisqu'on a aussi des questions sur l'accès, mais une autre question sur le stockage. Alors, le stockage des données de santé, c'est aussi une question qui revient dans le DMP. Où sont stockées les données? Je ne sais pas. Elles sont stockées dans des data centers agréés hébergeurs de données de santé, et l'opérateur du DMP, opérateur technique, c'est Atos Santeos. Qui était le gagnant du DMP sur la première phase. Ils ont le projet depuis 2010, donc ça fait 8 ans. Et donc c'est hébergé sur, je crois, trois data centers en Ile-de-France, mais c'est pas la CNAM qui a accès aux données, ça c'est sûr. Et alors, est-ce que les services de secours, SAMU, SDIS, SSSM auront accès au DMP? Je ne sais pas, qui de vous deux veut répondre à nouveau? Peut-être la CPM? Je sais pas. Alors peut-être qu'il n'a pas compris la question, mais est-ce que les services de secours? Oui. On peut le redire. Oui. C'est le boulot du DMP, c'est de donner accès à ces professionnels aux données. Alors une petite précision, les services de secours, vous entendez les pompiers, c'est ça? Oui. Alors là, c'est SAMU, SDIS, SSSM. Alors, SAMU, c'est le service régulation des urgences, pas de problème. Accès, consultation du DMP. Service des urgences d'un établissement de santé, pas de problème, mais pas au-delà. Pas au-delà. Non, c'est une très bonne réponse. Sauf après si l'hôpital décide de réintégrer les données du DMP dans son propre système d'information et de les délivrer aux acteurs qui accompagnent la prise en charge, mais c'est la responsabilité de la structure hospitalière et plus
plus du DMP, quoi. Et à nouveau une question sur les données biologiques. Qu'en est-il du transfert des données biologiques dans le DMP? Ah. Alors le micro a changé un tout petit peu de main. Je suis Dominique Pierre. Je travaille un peu en région Centre-Val de Loire. La région fait partie d'un groupe de 9 régions au total, je pense, qui travaille en ce moment en réponse à un appel à projet émis par la DGOS sur la transmission par messagerie sécurisée et le dépôt dans le DMP des résultats de laboratoire dans un format structuré qui permettent de réexploiter les résultats une fois qu'ils sont transmis et intégrés, et pas seulement de les lire dans un document figé. Donc ce travail va permettre de faire beaucoup avancer la structuration des données biologiques par les systèmes de laboratoire et l'intégration automatisée de ces résultats dans les logiciels des destinataires, qu'ils soient médecins dans son cabinet en ville par exemple, ou établissement hospitalier, ou quel que soit le mode d'exercice. Ce travail porte également sur un autre document particulièrement important pour les parcours et les transitions, qui sont les lettres de liaison. La lettre de liaison, elle a deux versions. Elle a une version de la ville vers l'hôpital. Un médecin peut demander l'hospitalisation du patient et transmettre l'information nécessaire. Et puis de l'hôpital vers la ville, en sortie de l'hospitalisation, nécessaire à la continuité des soins. Si je puis me permettre d'intervenir, Strasbourg, j'interviens pour OPI Médical. Il y a eu un appel à projet qui a été lancé sur Strasbourg par le GCS Santé Alsace, auquel a répondu OPI, et ils ont effectivement déployé une solution qui intègre la biologie dans le DMP. Donc il y a des solutions qui existent. Aujourd'hui, c'est vrai que cette réunion permet de croiser les expériences et de s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui existent et qu'on pourrait effectivement rendre disponibles pour tout le monde de manière intégrée ou complémentaire. Eh bien, Pierre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble le mot de la fin. Ah, moi j'aurais voulu Dijon, je voudrais parler de Ethics. Effectivement, la DGOS a lancé le projet Ethics qui est expérimenté en Ile-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté, qui permet effectivement de stocker à la fois la biologie, l'imagerie, bien sûr les lettres de liaison, mais aussi chaque mot des différents acteurs du parcours du patient. Même le personnel social y a accès. Pour avoir approché ce système qui est remarquable, ce qui veut dire qu'effectivement, autour du DMP, il y a une efflorescence de projets, et tant mieux. Une des difficultés techniques que nous vivons est le problème de l'interfaçage entre le stockage des données dans un hôpital, quel qu'il soit, et puis l'adhésion dans ces systèmes, quel qu'il soit, PAERPA ou autres systèmes comme Ethics. L'interfaçage, la double saisie reste actuellement des facteurs limitants, je dirais, pour attirer l'enthousiasme des collègues. Mais visiblement, on n'en est pas loin. Voilà, c'était l'apport de Dijon sur Ethics. J'ajouterais qu'on en est très proche puisque... Il n'y aura plus d'autres interventions non prévues. Je voulais juste rajouter qu'à Non, je suis désolée. Excusez-moi, je suis vraiment obligée d'avancer parce qu'on a déjà un quart d'heure de retard. Je suis désolée, je sais, c'est frustrant. L'année prochaine, on fera 2 heures sur le DMP. Bon, juste un petit salut, mais pas d'autres questions. Voilà, merci, je suis obligée de faire la méchante, mais il en faut toujours un ou une dans ce genre d'événement. Alors, on va dire au revoir à Pierre. Et moi, je vais dire félicitations parce que je l'ai pas dit en public, mais elle a été maman, la jeune dame. Oui, voilà. Et ben, alors vous me donnez juste la parole à la fin de cette session sur ce sujet. Et je voulais dire que dans le parcours de maternité, on doit transporter un dossier qui est très lourd, qui est très complet et qu'on doit réexpliquer et représenter sans arrêt. Il s'agit bien d'un dossier patient. J'ai résisté jusqu'au bout de ne pas imprimer les résultats de laboratoire mensuels et on me les a fait imprimer à la dernière minute. J'ai dû refaire tous les laboratoires pour récupérer les impressions. Donc il y a encore du progrès à faire et vous voyez, je n'ai pas créé mon DMP. Je vous promets, je le fais l'année prochaine. On refera le point l'année prochaine. Voilà. Donc, merci à tous. De tous, oui, Cécile n'aura pas 2 kilos à porter dans les prochaines années. Ça sera la première d'entre nous à ouvrir son DMP. Merci à tous les intervenants. Merci à tous. On va passer tout de suite donc à la session suivante avec un peu de retard, mais néanmoins on avance et je vais appeler donc Éric Henry
à venir près de moi pour passer à cette dernière session sur la question de la prévention. Voilà, quelle influence de la e-santé sur la prévention et la santé publique. Alors, dans les différentes villes, on devrait avoir Strasbourg. Cécile. Oui. Cécile, c'est Nantes Oui. qui parle. Oui, On avait oui. prévu un pitch exact. direct au santé. On va le faire tout de suite. C'est parfait. Merci. La fatigue commence Voilà. à se sentir. Il n'y a pas de problème. Alors, Ça allez-y, nous rassure. on vous écoute. Vous avez... Alors, on a dit 4 minutes ce matin. Voilà. 4 minutes top chrono. Vendu à 3 minutes 30. Merci de me donner la Oh. parole. Je m'appelle Tiffaine Servant, fondateur de Directo Santé. Alors, on change un petit peu d'univers puisqu'on quitte le DMP, désolé Xavier, pour aller dans l'hôpital, en ambulatoire, un sujet récurrent. Nous, la vision de notre entreprise, c'est que la santé doit pas s'arrêter aux portes de l'établissement et c'est particulièrement le cas dans un contexte de réduction des durées moyennes de séjour. Si le patient passe moins de temps à l'hôpital, il faut clairement passer plus de temps avant pour qu'il soit bien préparé et assurer dans un contexte de sécurisation du parcours de soins un suivi attentif de ces patients. Ma société Directo Santé donc propose aux établissements de santé CHU, CH, cliniques privées à but non lucratif des solutions pour optimiser ce suivi ambulatoire. Alors comment ça se passe aujourd'hui? C'est très simple. Quand c'est fait, c'est des appels des infirmières généralement qui vont appeler la veille et le lendemain tous les patients, leur appeler les consignes pré-op, faire le questionnaire de suivi du lendemain. Évidemment, c'est très chronophage. On parle de 2, 3, 7, 8 heures par jour. Passer à ces appels téléphoniques, c'est pas très efficient parce que dans une grande majorité des cas, par exemple en suivi, le patient il n'a pas de questions médicales, tout s'est bien passé. Donc c'est un geste qui est très chronophage et parfois à faible valeur ajoutée. Alors c'est des chiffres de la HAS qu'on voit quand même, c'est qu'en 2017, il y a la moitié des établissements qui faisaient pas ces appels, ou du moins qui les traçaient pas. Ce qui est souvent un peu la même chose, pas écrit, pas fait dans un hôpital. Ça c'est vraiment dommage parce que on perd la satisfaction des patients. On a des réhospitalisations aussi qui sont supérieures, des retards, des annulations de dernière minute, et puis on n'est pas du tout en ligne avec les recommandations des autorités de tutelle. Donc c'est pour ça que nous, chez Directo Santé, on propose une solution qui s'appelle Directo Suivi pour l'ambulatoire, qui va utiliser, alors je suis désolé, c'est un peu low-tech, hein, mais on va utiliser un canal de communication avec le patient un peu rétrograde, ça s'appelle le SMS. Et aujourd'hui, on n'a rien trouvé de mieux pour s'assurer que les gens aient bien l'info et qu'ils nous répondent bien qui garantit un taux de réponse de plus de 92% des patients. Donc on a un petit film, hein, je vous propose de le regarder et je vous donnerai quelques infos complémentaires. Établissement de santé qui a beaucoup développé son activité ambulatoire. Sa collaboratrice Claire est infirmière. Chaque jour, elle passe plusieurs heures à appeler les patients pour s'assurer que tout va bien après leur intervention. Elle n'arrive pas toujours à les joindre. Et dans la majorité des cas, il n'y a pas de besoin médical. Marc se demande s'il n'y aurait pas un moyen simple de contacter tous les patients et de faire gagner du temps aux infirmières. La solution, c'est Directo Suivi. Directo Suivi est un service innovant qui facilite le suivi des patients après leur hospitalisation. À leur retour à domicile, les patients reçoivent un SMS de leur établissement de santé. Ils confirment que tout va bien et leur réponse est enregistrée. Si le patient a un besoin médical, Claire en est informée via son application. Elle est mise en relation avec lui d'un simple clic. Elle peut alors le conseiller et le rassurer. Après l'appel, les informations sont tracées dans le dossier du patient. Grâce à Directo Suivi, les patients sont mieux suivis et ils apprécient de pouvoir garder le contact avec leur hôpital en cas de besoin. Claire a gagné beaucoup de temps. Elle peut désormais se consacrer pleinement à ses patients. Marc est sûr que tous les patients sont bien suivis et que les échanges sont tracés conformément aux recommandations. Directo Suivi, c'est aussi le rappel automatique des consignes préopératoires et des horaires de convocation pour les patients sans portable, la complémentarité avec notre télésecrétariat médical, en cas de besoin, la coordination avec l'équipe médicale du patient,
le suivi à distance grâce à l'envoi sécurisé de photos et de vidéos, d'une plaie par exemple. Donc Nous sommes- voilà, nous notre sommes solution arrivés- utilisée. Pardon. Juste une précision, nous sommes arrivés aux 5 minutes, alors ce sera une petite précision. Très bien. Donc on travaille effectivement en ambulatoire. On a développé aussi la RAC, la maternité et l'oncologie. Et ça me donne l'occasion, du coup, dans le cadre de notre projet avec le CHIC de Quimper en oncologie, de passer la main à Linda qui va dire 2 mots sur le projet Digital for Life, dont nous sommes lauréats. De petits mots. Oui, donc je vais faire très très court. Oui, merci de nous donner la parole. Oui, Digital for Life, en fait, c'est un dispositif assez unique, en fait, qui a été mis en place par 2 pôles de compétitivité français, donc Atlampol Biothérapie, donc côté santé, et Imager Réseau côté numérique. Donc l'idée de ce dispositif, c'est en fait de connecter plus rapidement les entreprises et start-up du numérique aux établissements de soins et acteurs de santé. Donc, en fait, en quelques mots, c'est une sorte d'appel à projet, appel à défi, on le nomme comme on veut. L'idée, c'est que l'établissement arrive avec des besoins, des projets, des idées. Il nous les soumet, donc il soumet ses idées au pôle, et nous mettons en place tout un dispositif donc de sélection d'entreprises et de start-up qui vont pouvoir répondre à ces besoins d'établissements de santé. Donc le processus prend quelques mois, on arrive à quelques lauréats qui vont avoir la chance du coup de voir financer leurs projets. Donc c'est des projets qui iront entre 6 et 9 mois sur des sujets donc e-santé, numérique santé. Donc effectivement Directo Santé est le lauréat de l'année dernière parmi 9 autres projets qui ont eu l'opportunité d'être mis en place dans les établissements de soins. Donc CH, Grand Ouest, mutuelle et clinique. Voilà. Donc on est ravis de pouvoir présenter ce dispositif qui est quand même quelque chose qui permet d'accélérer les contacts entre le monde privé et le monde public. Et si ça vous intéresse, on est prêt à discuter de la mise en place de ce dispositif dans d'autres territoires. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi-même, donc Linda Guérino. Voilà, en Merci. quelques mots. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre contact avec les intervenants de cette session au sens plus large. Vous avez la possibilité de vous adresser au CATEL pour être mis en relation, si vous le souhaitez, pour croiser vos expériences et développer des projets.